Salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez vu avec mon super t-shirt collector vintage Magic. Alors c'est pas un vintage, hein, c'est un que j'ai acheté récemment, mais qui reprend le design des premiers boosters de Magic. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Chronica Universalis, un jeu de cartes français dans l'univers de l'histoire de France. Donc c'est pas vraiment un univers, c'est concrètement vraiment la réalité. C'est un jeu, un ovni, clairement. Moi, quand j'ai vu passer le jeu donc de l'éditeur il y a quelques mois maintenant, je sais plus exactement quand, je vois ça, un jeu de l'histoire de France, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Un jeu dans lequel on peut faire son deck, comme Magic, comme tous ces jeux de cartes-là. Vous avez votre propre stratégie et vous jouez à un jeu, mais dans l'histoire de France. Je vais vous regarder un petit peu, je vais vous faire voir, pardon, un petit peu au préalable, les illustrations, comment elles sont. Donc c'est un style vraiment très particulier, comme vous pouvez le voir, un petit peu pastel, parfois un petit peu crayonné. Et dans un tout premier temps, moi, c'est vraiment le fait que ce soit basé sur l'histoire de France qui m'a vraiment interloqué. Et quand j'ai vu les illustrations dans un second temps, c'est pareil, je dis, mais c'est super original, ça tape aux yeux, quoi. Alors, je vais être totalement franc avec vous, c'est pas le type d'illustration que je préfère. Je pense que si ce jeu-là avait été dans un univers fantastique, un tout autre univers, et que j'avais vu des illustrations comme ça, pour être vraiment franc, je pense que je ne m'y serais pas attardé, parce que c'est pas véritablement mon style. Mais je trouve que là, l'univers plus les illus, ça se marie vraiment superbement bien. Et voilà, alors moi ça m'a vraiment interloqué au début, du coup je dis bon je vais essayer de regarder un petit peu comment ça joue, etc. Je suis rentré également en parallèle en contact avec l'éditeur, voilà, donc je commercialise maintenant le jeu sur la boutique. J'ai eu la chance d'avoir ce petit deck de démo, donc je remercie encore l'éditeur pour ce petit cadeau qui permet de vous montrer un petit peu tout ça. Et puis, quand j'ai eu les cartes en main, j'ai joué. Et là, pour le coup, c'était vraiment une grande surprise. Donc ouais, après avoir joué, c'était plutôt une grande surprise. Alors, pareil, pour continuer totalement à être vraiment transparent avec vous, c'est pas non plus le jeu du siècle, hein, attention. Hein. Je le compare pas ni à Netrunner, ni à Flèche, ni à Spells, ni à mes gros coups de cœur depuis 10, 15, 20 ans. Mais je trouve que c'est un jeu très simple. Et puis quand on commence à faire quelques parties, quand on commence à se rendre compte de ce qu'est réellement le jeu, et ben en fait il est relativement addictif. Il donne envie de construire. Alors pour l'instant il n'y a que un starter comme ça qui est sorti, où vous avez à l'intérieur, je sais plus, c'est une soixantaine de cartes à peu près. Peut-être un peu moins, je ne sais plus exactement ou 52 cartes, un truc comme ça. Quand vous construisez un deck, vous construisez un deck de 30 cartes parmi la collection ici. Donc pour l'instant, c'est un petit peu limité et vous verrez pour contourner ça comment je joue moi pour l'instant tant qu'il n'y a pas d'extension. Il y a des extensions qui sont prévues, donc ça c'était en version pas collectionnée. Les extensions, a priori, si l'éditeur ne change pas d'avis, ça sera de nouveau des starters prêts à jouer, mais avec une notion de rareté à l'intérieur, comme les anciens starters Magic, si vous préférez. À la différence de celui-ci, où lorsque vous achetez le starter, c'est toujours les mêmes cartes à l'intérieur. Vous avez l'intégralité de la collection. Donc dans les nouveaux starters, il y aura déjà un petit peu plus de cartes, il me semble, et surtout des cartes plus rares qu'on obtiendra. On n'aura pas toujours les mêmes dans tous les starters. Donc on pourra acheter dans les extensions plusieurs starters pour avoir des cartes différentes qu'on n'avait pas dans le starter précédent. Ça donne envie de construire parce que vous avez des mots-clés, vous avez tout un tas de trucs qui disent bah tiens, si j'ai envie de mettre cette carte-là avec celle-là, je vais faire un combo, etc. Pour rentrer un petit peu dans le détail du jeu maintenant. Alors, j'ai installé ici deux tapis de jeu parce qu'il existe, oui, effectivement, des tapis de jeu pour le jeu. Donc ils sont disponibles sur la boutique. Sur le tapis de jeu, vous avez quoi comme information? Vous avez une zone pour votre pioche. Vous avez une zone pour la défausse. Alors je suis désolé, voilà, le tapis est un petit peu grand pour la caméra. Vous avez une zone pour noter tous vos points de vie. Enfin les points d'honneur, ça s'appelle, mais en gros,
C'est comme si c'était des points de vie, donc on démarre à 10, notre niveau de points d'honneur va changer durant la partie, on va en perdre, on va en gagner. Le premier point pour perdre la partie, c'est naturellement on arrive à 0 point d'honneur et on perd la partie. Ou alors, bah, vous l'aurez compris, hein, on fait baisser les points d'honneur de l'adversaire à 0 et on gagne la partie. Vous avez sur votre terrain de jeu une province qui est composée de 8 cases. C'est des emplacements dans lesquels on va pouvoir mettre des cartes, tout simplement. La province est divisée en 2 lignes. Vous avez l'arrière-pays qui est reculé proche de vous, et vous avez la frontière qui est en avant, proche du terrain de l'adversaire. Donc vous avez vraiment 2 frontières face à face. Normalement, ce qui se passe lorsqu'on construit un deck, bah, vous avez votre deck personnel. Vous commencez la partie, vous piochez 5 cartes. À votre tour de jeu, vous allez jouer une et une seule carte. Et en fin de tour, vous recomplétez, enfin non, vous recomplétez pas, justement, vous piochez une carte. Donc voilà, les tours, c'est extrêmement simple. Vous jouez une carte, vous faites des actions diverses et variées, je vais vous expliquer. Et derrière, vous piochez, c'est tout. La partie s'arrête quand? Comme je le disais, soit vous éliminez votre adversaire en réduisant ses points d'honneur à 0, soit vous arrivez à remplir votre province entièrement. Vous jouez 8 cartes devant vous, donc il y a une notion un petit peu de compte à rebours. Vous allez poser une carte, 2 cartes, 3 cartes. L'adversaire, s'il ne fait rien du tout, bah vous allez breaker la partie, vous allez arrêter la partie. Attention, ça déclenche la fin de partie, le fait de remplir les 8 cases, mais ce n'est pas pour autant que vous avez gagné. Pourquoi? Parce que vous allez gagner des points de victoire en fin de partie en fonction de comment sont remplies vos cases. S'il y a une seule carte dans une case, vous avez un point de victoire. Si vous avez 2 cartes dans une case, vous avez 3 points de victoire. Je vais vous expliquer comment on met plus d'une carte par case. Donc, des fois, il arrive des configurations de jeu où, certes, vous déclenchez une fin de partie parce que vous avez posé votre 8e carte. L'adversaire peut être éventuellement qui va terminer la partie avec, j'en sais rien, que 4 cases pleines. Mais si sur chacune des cases de l'adversaire, ben, il a posé 2 cartes, il a 4 x 3, 12 points, et vous en avez que 8. Donc, il faut faire très attention. Il y a vraiment une notion de comme un sablier, en gros, où vous avez la maîtrise de la fin de partie, mais il ne faut pas trop breaker la partie trop rapidement si vous n'êtes pas en avance de points. Le jeu, c'est ça, c'est vraiment une course au point de victoire, une course pour remplir ces cases. C'est un petit peu plus facile et c'est vraiment le but premier du jeu pour moi. La perte de points d'honneur, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué, mais elle est vraiment imbriquée à la notion de cases. Et vraiment, les deux paramètres s'imbriquent bien, justement. Vous avez 2 types de cartes dans le jeu. Vous avez l'icône ici qui est sur fond noir. Ce sont les édifices. Ça va être des abbayes, des cathédrales, des églises, des monastères, voilà, ce genre de choses. Donc là, évidemment, c'est sur l'histoire de France. Donc pour l'instant, la première boîte qui est sortie se focalise majoritairement sur le Moyen-Âge. Bah écoutez, on verra ce que l'avenir nous réserve pour le jeu. Il y aura, à mon avis, d'autres grandes époques de l'histoire. La Renaissance, par exemple, Première Guerre mondiale, j'en sais rien. On peut vraiment tout imaginer. Donc les icônes noires, ce sont les édifices. Et les icônes blancs, ce sont les personnages. On a des personnages religieux, des saints, on a des rois, on a vraiment voilà, tout un tas de trucs. De la même façon, les édifices, ils peuvent être de types différents, abbayes, etc. Ici, vous avez le titre de la carte et ici, vous avez le type. Le type va pouvoir interagir avec certains effets de jeu. Il y a certains effets de jeu qui vont vous dire, bah, si vous avez une carte de l'époque Moyen-Âge, faites ceci, faites cela. Si vous avez un abbaye, faites ceci, faites cela. Si vous avez un saint, si vous avez un roi, faites ceci, faites cela. Bref, on est dans du jeu de cartes traditionnel sur ce plan-là. Au niveau des cartes, vous avez le titre, vous avez l'année de naissance et de décès de la personne. Donc c'est vraiment un jeu centré purement sur l'histoire. Vous avez une phrase d'ambiance, c'est pas vraiment une phrase d'ambiance, c'est plutôt le contexte historique de la personne, ce qu'elle a fait, ce qui s'est passé, etc. Et on a plutôt un pavé, vraiment c'est bien renseigné.
pour les personnes comme moi qui sont très mauvais en histoire, bah, je trouve que c'est plutôt cool d'avoir voilà, un jeu qui parle de l'histoire de France. Et ensuite, on a des effets de jeu, texte en gras, où là, c'est vraiment un effet de jeu style Magic et compagnie. On a différentes caractéristiques. On a l'érudition, on a le combat, et le milieu, c'est le prestige. Je vais vous expliquer un tout petit peu plus tard à quoi ça sert. À votre tour de jeu, vous allez avoir une action. Une action, c'est quoi? C'est jouer une carte. La carte la plus simple pour jouer, c'est bah, vous jouez un édifice sur votre province. Vous la jouez n'importe où vous voulez. La deuxième action possible, c'est vous jouez un personnage dans votre terrain de jeu. Voilà. La troisième action possible, c'est vous faites une action chez l'adversaire avec votre personnage. Comment ça se passe? Imaginez que l'adversaire ait posé un édifice chez lui. Moi, je vais jouer un personnage de ma main, je vais dire, bah, je fais une action contre ton édifice. Faire une action, en gros, ça veut dire faire une attaque. À ce moment-là, que se passe-t-il? Hop, voici l'édifice attaqué, voici le personnage qui attaque. Chaque carte a un domaine de prédilection, c'est la valeur qui est entourée par un rond. Là, le domaine de prédilection de l'édifice attaqué, c'est l'érudition. Ça veut dire que pour ce combat-là, on va combattre dans le domaine qui est l'érudition. C'est-à-dire que mon attaquant, eh ben, il va devoir utiliser son érudition, même si ce n'est pas son domaine de prédilection. Donc là, naturellement, ça va dépendre des valeurs de vos cartes, des valeurs des cartes adverses. Vous n'allez pas amener en attaque quelqu'un qui est trop faible. Bien que ce soit possible, vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'il y a un combat, hop, défenseur, attaquant, à l'issue du combat, peu importe les valeurs, peu importe ce qui s'est passé, les effets machin, toutes les cartes impliquées dans le combat vont être détruites, vont être défaussées. Par contre, le joueur attaquant va gagner ou perdre des points d'honneur suivant ce qui s'est passé. Si j'étais plus fort que le défenseur, on fait 8 moins 4, j'étais plus fort de 4, je vais gagner 4 points d'honneur. On ne peut pas dépasser les 10, mais imaginez que j'étais à 6, je gagne 4 points d'honneur, 1, 2, 3, 4, je repasse à 10. Imaginez maintenant que j'ai attaqué mon adversaire avec une carte plus faible en érudition, ça peut être possible, hein. Donc déjà, ça n'empêche pas de détruire les cartes, comme je le disais. Par contre, là, on va faire 3 moins 4, ça fait moins 1. Je perds 1 point d'honneur. Donc on peut soi-même s'infliger des pertes de points d'honneur, on va en gagner, etc. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi venir attaquer les cartes de l'adversaire? Bah, tout simplement parce que le compte à rebours créé par la mécanique du jeu qui est de remplir les cases et d'arrêter la partie quand il y a les 8 cases de rempli, eh ben, on va pouvoir stopper l'adversaire en venant lui détruire ses édifices. Il y a une notion géographique à prendre en compte qui est assez intéressante, c'est que si l'adversaire a mis un édifice sur l'arrière-pays et qu'il a une carte devant l'édifice sur sa frontière, je ne peux pas attaquer la carte qui est derrière tant que je n'ai pas éliminé la carte qui est devant. Donc il y a une notion de profondeur comme ça qui est assez intéressante. Il existe, donc je sais pas, on va prendre hop, un édifice qui est relativement costaud. Tac. Hop, attendez, je suis en train de... Voilà, on va faire un truc comme ça. Imaginez en face, il y a un édifice comme ça. Domaine de prédilection 5 en érudition. Imaginez moi, j'ai un personnage qui est déjà en jeu chez moi. On va prendre celui-ci pour l'exemple. Imaginez dans ma main, j'ai qu'un seul personnage, c'est Philippe Auguste. Et j'ai vraiment besoin de venir attaquer l'adversaire pour pas qu'il gagne au tour d'après, par exemple. Je ne sais pas, hein, c'est un exemple. Je vais venir attaquer l'édifice avec Philippe Auguste qui a 0 en érudition, mais j'ai pas envie de perdre 5 points d'honneur. Dans ce cas-là, on peut appeler quelqu'un en renfort, c'est-à-dire qu'on va combiner un deuxième personnage pour l'attaque, et là, on va additionner les deux valeurs. Donc ça permet soit, c'est pas le cas actuellement,
mais souvent on s'arrange pour que les deux valeurs cumulées soient plus élevées que la valeur du défenseur, ou soit on réduit sa perte, voilà. On peut faire venir des cartes en renfort, et la carte en renfort, elle peut venir soit de son terrain, soit de sa main. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, imaginez que en face, il y ait un personnage qui a été joué tout seul, qui n'est pas dans un édifice. Moi, au moment où je vais jouer, si je pose un édifice, je peux accueillir un personnage errant. Un personnage errant, c'est un personnage qui est seul. Je peux accueillir un personnage errant chez moi. En gros, je pique le mec à l'adversaire. À quoi ça sert encore une fois? Ça sert à libérer une case. Pour pouvoir accueillir un personnage errant, ça se comporte exactement de la même façon que lorsque j'utilise un personnage pour attaquer un édifice adverse, sauf que là c'est l'inverse, c'est comme si c'était l'édifice qui attaquait le personnage. Mais c'est exactement le même principe. Comment on fait maintenant pour mettre 2 cartes par case? Lorsque vous avez un édifice qui est vide et que vous avez un personnage en main, vous pouvez, comme je l'ai déjà expliqué, attaquer avec votre personnage une carte, un édifice adverse, mais vous pouvez aussi mettre un personnage dans un édifice. À quoi ça sert de faire ça? Eh bien, vous renforcez la résistance de votre édifice parce qu'on va additionner à chaque fois toutes les compétences. Donc là, je passerai à 9 en érudition, à 7 en prestige et à 8 en combat. Lorsque vous faites ça, lorsque vous créez une liaison entre 2 cartes, vous faites perdre un point d'honneur à votre adversaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Imaginez maintenant que l'adversaire ait mis un personnage dans un édifice et que moi, pour X ou Y raison, j'ai envie de venir attaquer l'adversaire. Je vais, comme d'habitude, attaquer avec une carte de ma main. Comme d'habitude, j'ai la possibilité de faire venir un renfort, soit du terrain, soit de ma main, libre à moi. Là, ce qui va se passer, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez que dans les 2 cartes que mon adversaire possède, on n'a pas le même domaine de prédilection. Là, à ce moment-là, c'est mon adversaire, parce que c'est le défenseur, c'est lui qui est attaqué, c'est mon adversaire qui va choisir dans quel domaine de prédilection on va combattre parmi ceux qui sont entourés. Donc là, il aurait le choix de choisir l'érudition, dans lequel il aurait 9, ou soit il va choisir le combat, dans lequel il aurait 8. À ce moment-là, il va choisir par exemple l'érudition, parce que j'ai 0, lui il a 9, et il me ferait perdre 9. Donc dans ce cas-là, à mon avis, j'ai pas du tout intérêt à attaquer. Donc voilà, c'est toujours le défenseur qui choisit quel est le domaine dans lequel on va combattre, sauf cas particulier, si j'attaque avec une carte qui possède un icône similaire à l'édifice que j'attaque. Là, à ce moment-là, c'est pas le défenseur qui choisit dans quel domaine on combat, c'est l'attaquant. Donc là, par exemple, il aurait 8 en épée, 9 en érudition. Écoutez, moi, je vais choisir de combattre en érudition parce que je perdrai que 4 points d'honneur et pas 8. Et ça, j'ai le droit de le faire parce que j'ai le même icône que l'édifice attaqué. Ensuite, on va résoudre le combat comme d'habitude. Dans un combat, on va éliminer toutes les cartes impliquées dans le combat, le défenseur, l'attaquant. Si j'arrive à éliminer un groupement de 2 cartes, édifice plus personnage, je déclenche ce qu'on appelle la ferveur populaire, c'est-à-dire que j'ai le droit de refaire une action, j'ai le droit de jouer une 2e carte à mon tour, et en plus, je fais perdre un point d'honneur à mon adversaire. On a envie, en tant que joueur, de poser au moins 2 cartes, enfin 2 cartes par case, parce que ça nous rapporte 3 points de victoire en fin de partie. Donc on a envie, en tant que joueur, de poser un personnage dans un édifice, parce qu'en fin de partie, la case nous rapportera non pas 1 point, mais 3. Par contre, si on se la fait dégommer, on donne la possibilité à votre adversaire d'agir une seconde fois dans le tour, donc ça peut être dévastateur, et surtout, on perd un point d'honneur. Donc là, il y a un équilibre qui se joue entre les points de victoire de la table et la notion d'agresser l'adversaire. C'est pour ça que je vous disais qu'en début de vidéo,
les deux étaient intimement liés. Moi, je considère le jeu comme une course au point de victoire et au remplissage des cases, tout en essayant de se protéger au mieux, mais on ne peut pas réellement se protéger, parce que quoi qu'il arrive, même si on a des valeurs plus fortes que l'adversaire, nos cartes vont être détruites. C'est juste qu'on fera perdre plus ou moins point d'honneur. Et bah là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte comme ça sans voir une partie. Je vous en filmerai sans doute une un jour. D'ailleurs, on a filmé une partie hier avec Rémi. Le son a totalement déconné. Et bref, j'étais dégoûté. C'était une très belle partie en plus. Mais je ne sais pas si donc vous vous rendez compte de la mécanique globale de jeu, comment ça joue. Mais je vous assure que le jeu est ultra étonnant. Et c'est pour ça vraiment que je voulais vous en parler. Parce que sous ces faux airs de petits jeux, euh, de petits jeux, quoi. C'est vraiment un vrai jeu avec une vraie profondeur. Alors bon, pour l'instant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Il n'y a qu'un deck avec une cinquantaine de cartes. Les possibilités de construction de deck sont pas la folie non plus. Comme je le disais, c'est pas non plus un jeu à comparer avec Netrunner, Flesh and Blood, Ashes et compagnie, hein. Mais je trouve que le rapport entre la simplicité des règles, la simplicité d'accès et la profondeur de jeu, il se passe un truc. Et moi, à chaque fois que j'y ai joué, je me suis vraiment éclaté. Et il y a un petit côté vraiment addictif, reviens-y, on se dit alors attends, cette partie-là, je l'ai jouée en mode agressif, j'ai détruit tes châteaux, j'ai pris tes personnages chez moi. Cette partie-là, je vais le jouer en mode scoring, je vais dérouler mes cartes, je vais remplir mes cases, je vais mettre mes personnages, je vais essayer de scorer le plus possible. Après, on peut faire des parties en mode suicide, en gros, où on va attaquer un petit peu comme un foufou les cartes de l'adversaire. On va perdre beaucoup d'honneur, mais derrière, on aura des bonnes cartes. On va venir réattaquer, on va en regagner, etc. Enfin, il y a différentes manières d'aborder le jeu, tout en ayant finalement très peu de règles. Les combats, parfois, c'est un petit peu, au début en tout cas, en se disant alors les domaines de prédilection, c'est lequel, machin, c'est un petit peu compliqué au début. Pas super, pas super comment, intuitif, on va dire. Mais voilà, vous faites une partie, vous comprenez très très vite, c'est pas du tout compliqué. Et voilà. Moi, franchement, j'aurais envie de construire des decks. Pour l'instant, voilà, comme je le disais, c'est limité. On construit un deck de 30 cartes par rapport à la grosse cinquantaine que comporte la boîte de base. Mais avec les extensions, je pense que je m'y mettrai. Pour l'instant, comment on joue au jeu? Moi, je le joue en mode deck building game, façon Hero Realms, Star Realm, Ascension, Shard of Infinity, etc. Où, en gros, je vais vous faire voir sur la grosse caméra, vous avez votre deck central commun aux deux joueurs. Vous allez distribuer 5 cartes à chaque joueur, 3, 4, 5. Hop, vous avez une défausse personnelle à chacun et vous avez une rivière de cartes. Vous allez disposer 5 cartes sur le terrain. Et en gros, à la fin de votre tour, lorsque vous avez joué votre action, vous allez repiocher une carte, soit de la rivière, face visible, soit du deck. Et voilà, vous avez une pioche en commun. Et moi, je trouve justement que cette variante-là, enfin cette règle-là, est vraiment intéressante parce que ça permet de s'adapter en temps réel à ce qu'est en train de faire votre adversaire. Imaginez, il commence à compléter un plateau de jeu. Il a mis une carte qui protège une carte derrière, qui est un peu balèze dans une caractéristique. Vous, dans votre main, vous n'avez pas quoi contrer, attaquer sans gagner de points de vie, donc en perdant un peu de trop. Et imaginez sur la rivière, il y a pile poil une carte qu'il faut pour contrer l'autre. Et ben vous la prenez tout simplement. Ça permet vraiment de réagir en temps réel, d'essayer de faire des combos, parce qu'il ne faut pas oublier que sur chaque carte, vous avez des caractéristiques de jeu, des textes de jeu comme Magic et compagnie, avec des combos qui vont se créer entre les cartes. Là, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé parce que voilà, c'est un petit peu long, il y a beaucoup de textes. Mais non, c'est vraiment un vrai jeu avec des combos et tout. Voilà, voilà, bah écoutez, normalement, je ne pense pas avoir oublié de point de règle. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions. Et voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un vrai petit coup de cœur. Je ne m'attendais pas du tout à aimer autant ce jeu. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai été d'abord interloqué par le thème du jeu, par son graphisme. Et voilà, je dis bon, en plus c'est un jeu français, donc c'est cool. Je dis il faut que je teste ce jeu-là. J'en attendais absolument rien. Et finalement c'est ultra cool et vraiment, vraiment addictif. Et voilà, je pense qu'il faut le jouer en mode Hero Realm, Star Realm.
Ça vaut 13 euros ou 14 euros, enfin une petite quinzaine d'euros. Vous avez un jeu comme ça complet en attendant les extensions et vous allez vraiment vous éclater. J'ai proposé un pack avec des tapis de jeu, les boîtes, etc. Vous irez voir tout ça sur le site. Sur ce, je vous laisse. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. Et puis à la prochaine. Des bisous. Salut!